J'ai envie du coup de continuer là, le passage chez Ferrari. Alors, évidemment, ça a beaucoup fait jaser parce que bah il y avait ceux qui étaient ravis de se dire ah Alonso va enfin avoir une vraie voiture, enfin un peu plus vrai que sa Renault. On va le revoir là où il mérite d'être en tant que double champion du monde aux avant-postes. Et il y avait ceux qui disaient non mais on l'a vu chez McLaren, on a vu le Crashgate, parce que même si il a rien à voir dedans, il a quand même été éclaboussé par l'affaire. Ça faisait pas forcément l'unanimité, surtout que ça venait au détriment de Raikkonen qui s'est fait saquer son contrat pour mettre Alonso quoi. Donc ça n'a pas beaucoup contribué au bien-être de l'image de Alonso, sa venue. Quoique, j'ose me contredire, et oui, ça s'appelle l'art de la narration improvisée. Il arrive à Bahreïn, il mène le doublé Ferrari, il s'en sort pas mal. Alors déjà, quand il arrive chez Ferrari, par rapport à Massa, Alonso, il y a deux phases. C'est qu'on se dit comment ils vont faire pour cohabiter déjà. Parce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en 2009, Massa, devant les journalistes brésiliens au Brésil, donc chez lui, Massa il a eu son grave accident en Hongrie, qui l'a éloigné de la Formule 1 pendant plusieurs mois, et il refait son retour dans les paddocks en tant qu'invité au Brésil. L'affaire du Crashgate a éclaté, et Massa, devant les journalistes brésiliens, dit ouais, je suis sûr quand même qu'il était au courant, je sais pas pourquoi, Alonso, j'ai quand même une intime conviction. Je peux vous dire que quand il lâche ça devant les journalistes brésiliens, chez Ferrari, c'est le branle-bas de combat. Tout le monde se dit non mais on va faire un communiqué en mode t'as pas dit ça, c'était juste mal interprété machin. Donc déjà l'ambiance entre les deux, tu te dis ça part pas très très bien. Moi je me souviens, alors mais ça c'est un souvenir vraiment pour le coup d'adolescent, c'est que quand je parlais avec des gens qui aimaient la Formule 1 à l'époque, ils se disaient souvent ouais Alonso Massa ça va faire des étincelles tout ça. Le truc c'est que premier Grand Prix, Massa fait une super qualif, il se qualifie deuxième devant Alonso. Et Alonso, il le mange au départ. Lionel Froissart disait, en fait, c'est à ce moment-là que Massa a perdu le peu d'espoir de rivaliser avec Alonso. C'est qu'en fait, Massa doit s'accrocher avec Alonso à ce moment-là pour lui dire, Coco, t'es dans mon écurie, ça va pas se passer comme ça. Et en fait, Massa, a fait Massa, enfin, le mec sympa quand même, il a un peu ouvert la porte à Alonso, et Alonso, c'est à partir de ce moment-là, il se dit, en fait, ce mec-là, ça va être mon faire-valoir, je vais le broyer, quoi. Et c'est ce qui a fini par arriver, où Alonso mène du coup un premier doublé Ferrari pour sa première en rouge, bien aidé par les problèmes mécaniques de Vettel, faut quand même le rappeler. Pour moi, dans ma tête, ils allaient être très proches parce que je me disais, bah, Raikkonen et Massa étaient pas loin. Enfin, c'était un peu Massa la surprise. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient si proches. Ils se rapprochent de Schumacher fin 2006, en 2007, 2008 et début 2009. Avec Raikkonen, il a rien à lui envier. Enfin, les deux sont assez proches. Et quand Alonso arrive, je me dis bah ça va être pareil parce que Raikkonen, Alonso, enfin, j'étais habitué à ce que me dire bah c'est l'élite, mais il y en a pas forcément un qui est meilleur que l'autre quoi. Après, ça a été je pense une descente aux enfers pour Massa parce que comme tu le dis effectivement, il y a Alonso qui vient tout de suite marquer son territoire et dans le chat beaucoup le mentionnent. L'Allemagne, on est littéralement un an, jour pour jour, après son terrible crash de Budapest. C'était un moment très fort pour lui. Il l'a rappelé tout le week-end. Il y a un an, j'ai failli mourir. Cette saison, j'ai envie de revenir, j'ai envie de taxe ce week-end. Le dimanche, il part troisième, je crois, il passe les deux au départ. Il mène la course, enfin, il gère. Et là, il y a la consigne d'équipe, laisse passer Alonso. Mais ça, c'était prévisible parce que, d'ailleurs, tu vois, quand je te dis, juste pour le petit aparté, quand je te dis que Alonso allait broyer Massa et que c'est vrai qu'avec Massa, et Raikkonen, c'était assez proche. En fait, je parle pas du tout en termes de pilotage, dans le sens où pour moi, Alonso et Raikkonen, tu mets le pilotage dans la même voiture, tu as une course de dingue parce que les deux, c'est de la même race de pilotage, quoi. Ils ont des qualités différentes, mais leur pilotage, il est extraordinaire aux deux, Alonso et Raikkonen. Non, là où Alonso allait broyer Massa, c'est qu'Alonso, c'est une bête politique à l'intérieur d'une équipe. C'est que quand il tire la couverture à lui, c'est il tire jusqu'au centimètre de la couverture à lui. Chose que Raikkonen, en fait, ne faisait pas. Raikkonen et Massa, au contraire, ils s'entendaient quand même globalement plutôt bien. Mais là, pour le coup, Raikkonen, la politique dans une équipe, ils sont contre-fiches. Alors qu'Alonso, justement, c'est à ce niveau-là que il a fini par broyer Massa. Et Alonso, ça se voit même, avant de te parler de l'Allemagne, la Chine,
quand ils rentrent tous les deux au stand et qu'il lui fait l'intérieur pour lui récupérer la position, mais à ce moment-là, tu te dis, c'est ton équipier, mais non, il lui vole sa place au stand, vole sa place au stand, quoi. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, et il faut savoir qu'à cette époque, tout le monde se disait, mais ouah, ça va être la guerre chez Ferrari, ça va secouer l'Italie, machin. Le truc, c'est que secouer l'Italie, en fait, c'est qu'à cette époque-là, Alonso et Massa ne se parlaient pas. C'est-à-dire que quand il y a eu le début de la relation Alonso-Massa chez Ferrari, les deux ne se parlaient pas. Alonso s'en foutait de Massa. Et Massa, il voyait Alonso comme le mec qui lui avait volé son titre en 2008, quoi, à cause du Crashgate. Alors évidemment, l'Allemagne, c'est sa deuxième victoire à Alonso de l'année. Faut-il le souligner parce qu'on est bien passé la mi-saison. La première, c'était à Bahreïn. Et il récupère la victoire grâce à l'abandon, au souci de Vettel plutôt. Ensuite, le reste de la saison, c'est très très compliqué. Il y a l'abandon en Malaisie, la casse moteur. Il y a un podium en Espagne, au Canada. Mais ensuite, je me rappelle de la course anonyme qu'il y a pu avoir à Monaco, en Turquie, des courses assez oubliables, à Valence aussi. L'une des pires, Valence, parce qu'en plus, là, il est victime de son caractère. Il y a l'enchaînement Valence-Silverstone qui est terrible pour lui. Parce qu'en fait, Ferrari, à ce moment-là, est à la traîne. Il y a eu le Grand Prix de Turquie, le Canada, ça va un peu mieux, mais Ferrari reste à la traîne. Et en fait, à Valence, ils apportent des améliorations qui les remettent un peu dans le jeu pour rejouer la victoire. Et le truc, c'est qu'en fait, la course se passe mal parce qu'il y a une intervention de la voiture de sécurité. Et en fait, la voiture de sécurité sort, mais Hamilton dépasse quand même la voiture de sécurité au moment où elle sort. Et en fait, Alonso pète un plomb, dans le sens où pour lui, il ne se focalise que sur ça. Et il se dit, c'est pas normal, Hamilton, il doit être pénalisé. Et au moment, dans la radio, à Ferrari, on lui dit, concentre-toi sur ta course, on verra après. Sauf qu'en fait, il est tellement énervé par rapport à ça, parce qu'en plus, il sait qu'il a quand même déjà laissé filer pas mal de points en début de championnat, que là, il se dit, c'est pas possible. Et ça se voit qu'il fait une mauvaise course, parce qu'à la fin, il a des pneus neufs, certes, mais il se fait broyer par la Sauber de Kobayashi, donc ça veut, au bout d'un moment, quand tu es sur une Ferrari, que tu te fais humilier par la voiture inférieure, c'est... Okay, he was second. He is second. That's really unfair. That's very unfair. So, like no penalty, but today we look at ourselves. We cannot do anything about this now. Et puis Silverstone, c'est là où le départ se passe pas très bien. Et ensuite, il dépasse Kubica hors piste. Kubica abandonne. On décide de pénaliser Alonso parce qu'il a dépassé Kubica hors piste, ce qui est un peu incohérent. Oui, il pouvait pas rendre la place. Il pouvait pas rendre la place, tout simplement. Et à ce moment-là, Alonso, à la radio, ils sont en train de lui parler. Il leur dit pas de radio jusqu'à la fin de la course. Donc, en gros, il fait les derniers tours de course en mode foutez-moi la paix. 14e pour 14e, voilà quoi. Les Ferrari reviennent fortes en Allemagne. Il y avait eu des upgrades, des améliorations, je crois, donc ça marche pas mal. Ensuite, il y a Spa. Tu te rappelles de Spa? Déjà, il se mange un Rubens Barrichello dans le derrière, qui est en totale perdition, donc ça lui ruine sa course complètement. Et ensuite, Spa, il pleut en Belgique, comme c'est étonnant. Et une erreur, quoi. Il fait une erreur et il se crache tout seul. Donc vient Monza, la victoire. Donc ça y est, là c'était un moment important. En plus, une sacrée bataille contre Button qui l'a mené. Merci Ferrari pour l'arrêt au puits, comme dirait Jacques Villeneuve. C'est là où tu vois que tout s'imbrique parfaitement. C'est le tour de rentrée d'Alonso qui est bon, le tour de sortie qui est vraiment bon, et l'arrêt aussi qui a été parfait chez Ferrari. Et c'est là où Button, ça s'est un poil moins bien passé pour lui, mais c'est grâce à cet arrêt-là que Fernando passe Button. Tanta roba, tantissima, bravissimo, bravo. Thank you so much, guys. Wow, you can stop the victory. You know, Italian car winning, Italian Grand Prix. This is very nice, really. Very nice. Il enchaîne avec le seul grand chelem de sa carrière à Singapour. Tu vois, c'est comme quand on dit toujours qu'il saisit toujours les opportunités, c'est que Vettel commet une petite erreur en qualif qui le classe deuxième. Et en fait, Alonso devant à Singapour, tu peux pas passer.
et voilà quoi. Magnifiquement bien joué, sa fin de saison elle est sublime, 3e au Japon juste après. Corée, il profite encore une fois de Weber qui se met dans le mur, de Vettel qui a une casse moteur pour aller chercher la victoire. Faut-il rappeler aussi qu'à ce stade de la saison, les McLaren, qui étaient la force dominante du début de saison, milieu de saison, elles sont en train de s'effondrer, on ne sait pas ce qui se passe. Il arrive du coup à Abu Dhabi en tant que favori, et puis termine C'est là où je septième. vous souhaite une très bonne soirée, et puis... Je pense que si j'étais fan Ferrari, enfin d'une équipe, parce que j'ai pas particulièrement d'affinité, je pense que honnêtement Abu Dhabi 2010 pour moi serait plus dur que Interlagos 2008, parce que Interlagos 2008 ça se passe tout dans les 3 derniers tours. Enfin, c'est-à-dire que Hamilton est champion pendant toute la course, à 4 tours de la fin ou je sais pas quoi, il y a Vettel qui le passe. Du coup, enfin, ça se fait tout dans le dernier tour. Et là, dans le dernier tour, c'est Hamilton qui reprend l'avantage. Alors que à Abu Dhabi, Alonso est mathématiquement devant. Il a juste à faire le top 5, hein, je crois. Top 4. Top 4. Ouais. Ce qui, sur le papier, restait assez cohérent. Non, face à Vettel, parce que c'était Weber, son adversaire principal. Oui. Erreur stratégique, puisqu'en fait, Weber est absent dans ce dernier week-end. Et en fait, il se met dans le mur. Il touche le mur. Il a une voiture endommagée. Et en fait, Weber, en fait, Ferrari choisit de suivre le mauvais lièvre. Et ils se disent, non, Weber reste la principale menace, alors qu'en fait, Vettel devant, il est en train d'aller chercher son titre. Ferrari préfère couvrir la stratégie de Weber au lieu de couvrir la stratégie de Vettel. Il se trouve qu'en piste, il y a une safety car qui intervient parce que je crois que c'est Schumacher et Sutil qui se font un gros crash. L'incident Schumacher-Liuzzi Liuzzi, du départ, qui fait que tout le peloton pratiquement s'arrête. C'est ça. Et ne va pas changer de pneu de toute la course. Mais aux avant-postes, on s'en fout. Et du coup, on se retrouve Weber s'arrête beaucoup plus tôt que prévu parce qu'il a touché le mur. Chez Ferrari, on limite et on se retrouve coincé derrière quelques pilotes plus lents. Il y en a un qu'ils ont passé, je crois, et après, il y a eu Petrov qu'ils ont jamais passé. Et Vettel, lui, qui a creusé l'écart, qui s'est mis dans une fenêtre tranquille et qui a pu aller gagner la course, du coup. Ouais, et puis surtout, j'ai envie de te dire, en fait, 2010, et c'est un peu les commentaires qui ont émaillé à la fin de cette saison de 2010. Quelque part, c'est on était tous un petit peu aussi, je pense, beaucoup étaient contents que Vettel gagne parce qu'il y avait la fameuse polémique du Grand Prix d'Allemagne en se disant, imaginez Alonso, il gagne quand même avec la consigne d'équipe sur Ferrari, la polémique qu'il y a eu en Allemagne, les fameux 7 points d'écart, tout ça. Moi, je me souviens qu'à l'époque, ça posait beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. Et beaucoup, justement, étaient contents, en fait, de voir que Vettel, le petit jeune, le petit blondinet tout punchy de chez Red Bull, finalement, c'était le vent de fraîcheur et que ça gagnait alors qu'on avait Ferrari qui avait fait un petit peu des coups tordus à Massa, tout ça. Enfin, c'était un peu l'état d'esprit qui dominait à l'époque, ce qui prouvait qu'Alonso, encore malgré la bonne saison qu'il avait faite chez Ferrari, il n'avait pas encore retrouvé une image qui était la sienne quand il avait gagné ses titres avec Renault, quoi. It appears that we've just witnessed a clear case of team orders being handed out. To Fernando, do you feel embarrassed about taking such a win? And to Felipe, do you feel angry about having to give up such a win? Well, for sure, you always want to win. I mean, is always what we're working for, And for sure, nothing. We don't have team orders, in the team. So we just need to do the race you can. And if you see you cannot do the race you can, you need to think about the team. I think that's the most important thing. Yeah, same. Most important is the team result. So happy.